Salut à tous et bienvenue sur Long Live, un épisode consacré à la douleur. Est-ce que vous avez mal quelque part un peu tout le temps ? Oui ? Eh bien sachez que vous n'êtes pas seul puisque 30 millions de Français, oui 30 millions de Français sont sujets à des douleurs chroniques, donc mal pendant déjà plus de 3 mois et beaucoup plus sur le très long terme. Alors on va recevoir un expert, le docteur Aissou, qui est spécialiste de la douleur, il est anesthésiste réanimateur, algologue comme on dit, et il consulte dans plusieurs endroits de la région parisienne, notamment dans un centre antidouleur. Et vous allez voir que finalement, la douleur c'est très complexe et que c'est très souvent pas réellement psychologique, mais qu'elle se passe beaucoup dans votre cerveau, un cerveau qu'on peut moduler, qu'on peut rééduquer pour diminuer ces douleurs qui vont progressivement bouger et c'est hyper intéressant. Nous sommes ici à Wojo Saint-Lazare, un espace de coworking où nous travaillons 2 à 3 fois par semaine désormais. Vous vous apprêtez à écouter un épisode assez technique, mais bourré de savoir et surtout qui va transformer votre façon de voir et d'envisager vos douleurs. Bonne écoute. Bonjour docteur Aissou, merci beaucoup de répondre à mes questions. Aujourd'hui, on va parler de douleurs chroniques récurrentes. Déjà pour vous présenter, donc vous êtes médecin anesthésie réa. Tout à fait. C'est ça, et vous êtes spécialisé dans la douleur. Le traitement des douleurs ou la gestion de la douleur ? Un peu des deux, on va dire. En effet, mon parcours avant était d'anesthésiste réanimateur, donc régulièrement confronté à des patients douloureux en aigu, parce qu'en périopératoire, vous avez nécessairement de la douleur. Et finalement, avec le temps, une identification des patients qui ont des douleurs chroniques, et donc quelque chose qui se passe, qui conduit à ce qu'on ait une douleur aiguë, puis un phénomène chronique. Et donc des questions qui me sont venues et un intérêt sur le sujet. Et donc depuis, je m'intéresse aux patients douloureux. Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a plus de gens qui ont mal aujourd'hui qu'avant ? Est-ce qu'il y a une évolution de cette douleur chronique, des gens qui ont un peu mal tout le temps ? Est-ce que c'est parce qu'on vieillit aussi en termes de population ? Alors c'est difficile de répondre à ça. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a à peu près 30 millions, on va dire entre 20 et 30 millions de patients douloureux chroniques. Il y a 30 millions de personnes en France qui ont mal tout le temps. Tout à fait. Donc c'est la majorité des adultes en fait, puisqu'il y a quand même des enfants. C'est tout confondu. On inclut les enfants, c'est 40% à peu près de la population en France. Sur ces 40%, un tiers considère qu'ils sont correctement pris en charge. Donc, c'est-à-dire quand même qu'il y a 2 tiers des patients qui considèrent être soit non pris en charge, soit mal pris en charge, ou en tout cas qui conservent des douleurs. Et pour vous donner en face, on a à peu près 300 centres spécialisés dans la douleur en France. Vous imaginez bien que les 300 centres ne peuvent pas prendre en charge les 30 millions de personnes. Et donc, il va bien falloir qu'il y ait une relation et une prise en charge avec la ville, en fait. Mais alors, c'est quoi ces douleurs ? En fait, c'est des douleurs articulaires, c'est des douleurs de maladie. C'est quoi ces douleurs, hein ? Où est-ce que les gens ont mal ? Alors, où est-ce qu'ils ont mal ? Partout. Si on reprend cette étude, c'est partout, mais il y a un peu moins de la moitié de ces patients, ce sont des troubles musculo-squelettiques. Donc, principalement la lombalgie, pour faire simple. Okay. Ensuite, il y a des douleurs neuropathiques qui représentent 10%, et les autres, c'est le reste. Neuropathique, c'est-à-dire Neuropathique, c'est des douleurs qui sont secondaires, soit une lésion, soit une dysfonction d'un nerf. Ok. Les sciatiques. La lombalgie sciatique, par exemple. La sciatalgie, c'est une altération du nerf, souvent par une hernie. Ça peut être aussi après chirurgie. Il y a quand même certaines chirurgies qui sont plus greffées de douleurs neuropathiques. Par exemple, la chirurgie prothétique de genou, vous voyez, c'est entre 20 et 30% de patients qui vont développer des douleurs chroniques, dont principalement des douleurs neuropathiques. Donc, c'est des douleurs majoritairement donc, articulaires, surtout du dos, bas du dos, clairement. Oui. Et ces douleurs articulaires, elles sont liées à quoi ? À des positions de travail inadéquates, au fait qu'on bouge plus, qu'on bouge moins, qu'on vieillit ? Alors, qu'on vieillisse, non, parce que ce qu'on sait, c'est que le vieillissement entraîne une fragilité et donc favorise la chronicisation de la douleur. En tout cas, on est plus susceptible d'avoir des difficiles à traiter. Mais ça touche aussi les enfants.
Donc finalement, est-ce que c'est la longévité ou est-ce que c'est l'âge qui conduit ? En fait, quand on parle de douleur et de longévité, moi, ce que je vois derrière, c'est les questions qui se posent. Finalement, c'est est-ce que la douleur altère la longévité de vie ou altère l'espérance de vie ? Et ça, il y a quand même quelques données qui laissent penser que oui. Soit directement. On peut par exemple prendre, il y avait une étude assez intéressante, je ne pense pas que vous sachiez ce que c'est, mais les télomères, ce sont l'extrémité des chromosomes. Elles sont le reflet de la sénescence. Chez les patients douloureux chroniques, ces télomères sont plus petits que chez quelqu'un qui n'a pas de douleur chronique. Et alors c'est quoi être douloureux chronique, ça, à partir de quand, comment, quelle intensité de douleur en fait ? Comment est-ce qu'on peut savoir ? La définition elle est assez simple, c'est une douleur qui dure plus de 3 mois. Une douleur qui dure plus de 3 mois. On ne met pas l'intensité douloureuse. Parce que l'intensité douloureuse, elle est propre finalement, et elle est assez personnelle. Et les conséquences qui vont avec sont aussi très personnelles et très individuelles, ce qui rend la prise en charge compliquée. Finalement, ce qu'on peut imaginer, ou en tout cas ce qu'on arrive à différencier, c'est qu'on dirait plutôt que la douleur aiguë, c'est une douleur moins de 3 mois qu'on va qualifier de périphérique. Par exemple, je me coupe, par exemple, je me fracture un poignet, et finalement, c'est une atteinte uniquement périphérique, et les médicaments... On verra plus tard peut-être, mais les médicaments ont une action sur les périphériques, alors que la douleur chronique, c'est probablement une sensibilisation centrale ou une dysfonction cérébrale liée à quelque chose qui était périphérique initial. Une dysfonction cérébrale, c'est-à-dire qu'en fait le cerveau marche moins bien ou envoie tout le temps des signaux de douleur alors qu'en fait ça va ? C'est ça, j'interprète bien ? Le cerveau fonctionne différemment quand vous êtes douloureux chronique et quand vous n'êtes pas douloureux. Si on devait faire un schéma assez simple, quand vous avez une douleur, vous avez une stimulation nerveuse périphérique. Cette stimulation nerveuse périphérique va au niveau de la moelle, puis stimuler une zone cérébrale qui est la zone somatosensorielle, qui va définir la localisation de la douleur et l'intensité de douleur. Ok. Normalement, le cerveau envoie un signal descendant qui vient spontanément atténuer cette douleur. Ça, c'est une douleur aiguë. Dans le cadre de la douleur chronique, donc vous avez déjà une stimulation périphérique perpétuelle. Au niveau de la moelle épinière, vous avez une modification structurale qui vient sensibiliser le cerveau. Et là, d'un seul coup, vous n'avez plus que la zone somatosensorielle qui est active, mais vous avez, alors peu importe les noms, mais vous avez le syndrome, vous avez la préfrontale, vous avez les noyaux gris centraux, vous avez l'hypothalamus qui s'active, ce qui n'est pas le cas dans une douleur aiguë. Et, donc en fait, c'est quoi ? C'est-à-dire que si la douleur reste longtemps, on ne sait pas si c'est à cause de la douleur ou si c'est à cause du cerveau, mais en gros, le cerveau ne pense un peu qu'à ça tout le temps. Exactement. Dans plein de cortex, dans plein d'endroits. Plein de zones différentes. Okay. Et ces zones, elles n'ont pas qu'un rôle de médier la douleur. Il y a certaines zones qui régulent l'humeur, qui régulent l'appétence, qui régulent l'envie, et donc ou qui régulent le sommeil. Et donc vous vous retrouvez avec des patients qui ont des douleurs. Et souvent, les patients douloureux chroniques, quand vous leur parlez, ils vous disent je dors moins bien, j'ai du mal à me concentrer. Il y a au moins de l'anxiété, si ce n'est de la dépression. La dépression, c'est quasiment 50% des patients douloureux chroniques. Et donc, on voit bien qu'il y a une action centrale, cérébrale, qui va finalement modifier et élargir la zone douloureuse. Donc, en fait, c'est horrible ce que vous êtes en train de dire, parce que du coup... Non, mais ça veut dire que la douleur, c'est psychologique. Pas. Non, mais horrible. Dans le terme où... Parce que moi, je déteste, en fait, quand on me dit ça, c'est psychologique, t'as mal, c'est pas vrai. Alors en fait, j'ai par exemple... Enfin, voilà, parfois, j'ai vraiment mal. Mais c'est vrai que, par exemple, j'ai une douleur, là, d'arrière de cuisse, ischio. Tout va bien, j'arrive à bien courir. Mais j'ai quand même tout le temps mal. Ça fait 7 mois. J'ai fait tous les renforts possibles de kiné et tout. J'ai encore mal. Je sais qu'en fait, ça va. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est mon cerveau qui a peur. Ou il y a un truc, en fait, mental qui s'est bloqué. Donc, est-ce que... Parce que j'ai peur que les gens aussi se braquent en écoutant cette interview en disant « Mais en fait, j'ai vraiment mal, c'est pas psychologique. » Donc... Alors, il faut différencier psychologique de cérébral. Ah d'accord, très bien. Alors, allons-y. Psychologique de cérébral, c'est différent. Alors, en fait, souvent, quand on dit « oui, c'est dans votre tête », on entend derrière psychologique, derrière, on entend quelque chose de négatif et de péjoratif. Et quelqu'un qui est faible et qui n'arrive pas. Okay. Si on fait des IRM maintenant fonctionnels aux patients atteints de douleurs chroniques, on voit bien qu'il y a certaines zones du cerveau qui sont hypoactives et d'autres zones du cerveau qui sont en hyperactivité, alors que ce ne l'est pas chez quelqu'un de normal. Ce qui montre bien qu'il y a une modification structurale du cerveau qui conduit à ce que vous ayez vos douleurs.
qui sont la cause ou la conséquence, difficile de savoir. Mais finalement, un message de douleur qui n'existe pas. Exactement. C'est pour ça que, par exemple, ce qu'on sait, c'est que quand vous avez des douleurs chroniques, vous allez avoir Initialement, ça peut toucher le genou, et donc les patients sont capables de dire, voilà, c'est la face interne du genou. Et finalement, avec le temps, ils ont du mal à identifier exactement quelle est l'origine. Ça va être un peu plus diffus, qui se déplace, exactement. Je vois très bien. Les sportifs connaissent très bien ça. Exactement. Et donc, quand on vous dit c'est dans votre tête, moi en tout cas quand on vient en consultation et on me dit c'est dans ma tête, ma réponse c'est oui. Mais c'est pas c'est involontaire. C'est pas un aveu de faiblesse. Mais c'est pas un aveu de faiblesse. Et si on devait faire des IRM fonctionnels à tous les patients douloureux chroniques, ce qui est impossible parce que l'IRM fonctionnel ça prend du temps, il y a très peu d'appareils disponibles, on pourrait vous dire si on fait votre IRM fonctionnel, vous voyez à tel endroit, telle zone. Et d'ailleurs les IRM fonctionnels serait intéressante pour cibler, parce qu'en fonction des thérapies, on pourrait dire peut-être que c'est un antidépresseur, un anticonvulsivant, voire d'autres thérapies qui sont la clé de la prise en charge. Et la vraie difficulté finalement, c'est qu'il y a probablement une prise en charge pour un patient donné et pas un traitement ou un médicament pour un patient donné. Une approche ultra personnalisée en fonction des zones cérébrales activées liées à la douleur. Et donc on cherche des biomarqueurs. Le vrai problème, c'est qu'actuellement, les biomarqueurs en pratique courante, on les a pas. C'est quoi les biomarqueurs? La prise de sang? Alors, l'idée, c'est de dire à partir d'une prise de sang, on va chercher un marqueur qui est capable de dire ça, c'est le reflet d'une douleur chronique, ou bien ça, c'est le reflet de la dépression. Ça, c'est le reflet des troubles du sommeil. Et donc, se dire, si ce biomarqueur, c'est un élément indicatif pour dire s'il est haut, voilà, peut-être qu'est-ce qu'il faudrait traiter. La deuxième chose, c'est que ça devient une cible. C'est intéressant. Par exemple, on va prendre les patients migraineux. Les patients migraineux, on a constaté qu'il y avait une augmentation de CGRP au niveau cérébral. Ok, CGRP, et donc, c'est un facteur de croissance. Okay. Et donc, on a créé un anticorps spécifique. Donc maintenant, dans certains établissements qui ont un agrément, ils ont la capacité de proposer cet anticorps qui va aller cibler finalement un marqueur des migraines pour réduire les migraines chez ces patients qui ont des migraines et qui sont en véritable incapacité ou souffrance. Ok. Donc, pour en revenir à cette modification donc cérébrale plus que psychologique, est-ce qu'on peut, sans médicaments ou plus ou moins soi-même, arrêter cette espèce d'emballement cérébral finalement de la douleur pour réussir à s'en sortir? Est-ce que c'est possible ça? C'est possible, mais ça exige beaucoup d'efforts. Des efforts comment? Alors physiquement, en gros, si vous parlez à n'importe quel patient douloureux chronique, il va vous dire on m'a envoyé chez le kiné. Ouais. Alors, j'ose imaginer le nombre d'ordonnances de kiné, le nombre de séances de kiné, et il vous dit je m'en sors pas, j'ai mal. En fait, la kiné est une clé, mais finalement, c'est probablement l'activité physique en tant que telle qui est intéressante. Le vrai problème, c'est, moi j'ai tendance à dire bouge ton corps, mais quand vous avez mal, essayer de convaincre quelqu'un de bouger, c'est compliqué, quoi. Et donc, il faut avoir un process de prise en charge qui permette probablement la réalisation d'activités physiques. D'accord. En fait, quand vous êtes douloureux, vous imaginez que vous avez une diminution de sérotonine qui est impliquée finalement dans l'humeur. L'hormone de bonheur, voilà, exactement. Il y a aussi la dopamine qui est altérée. Il y a la noradrénaline qui est une hormone pour la visée sur la douleur. De l'énergie. Or, l'activité physique, elle permet de réguler tout ça. L'activité physique permet aussi d'avoir une meilleure estime de soi, de réduire la kinésiophobie, c'est-à-dire la peur de se mobiliser, parce qu'encore faut-il qu'elle soit adaptée. La kinésiophobie. C'est la peur du mouvement. Par exemple, vous avez, ce qui est assez classique, vous prenez quelqu'un qui a été opéré d'une fracture du poignet ou d'un membre sup, il va développer des douleurs chroniques. Et quand vous le regardez marcher, vous verrez qu'il ne bouge plus le bras ou ne bouge quasiment pas. C'est pas qu'il est en incapacité, c'est que spontanément, il a développé une protection qui est finalement délétère. Et qui est délétère, pourquoi ? Parce que toute articulation qui ne bouge pas est une articulation qui va s'enraidir. Si elle s'enraidit, vous allez avoir des douleurs après. Donc là, en fait, vous êtes en train de me dire que quoi qu'il arrive, en gros, il faut faire du sport, n'importe lequel, enfin bouger, quoi, pour pouvoir tromper ou enlever
cette espèce de protection ou de modification cérébrale suite à une douleur qui se chronicise. Si vous vous rappelez, je vous ai dit, les patients douloureux chroniques, ils sont souvent déprimés, ou en tout cas anxieux, ils ont souvent de l'insomnie, ils ont souvent une mésestime d'eux-mêmes. Le sport et l'activité physique va pouvoir permettre, finalement, par la production d'adrénaline, noradrénaline, réduire la douleur, va permettre d'augmenter la sécrétion de dopamine, va permettre d'augmenter la sécrétion endogène de sérotonine, c'est-à-dire sa propre sérotonine. Il n'y a pas besoin de prendre un médicament pour produire de la sérotonine. N'empêche que c'est une vraie difficulté. Et par contre, ça va remodifier les modifications cérébrales et les atténuer, ou est-ce que ce sera toujours là et il faudra quand même toujours faire du sport pour réguler? Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que finalement, les lésions sont réversibles. Ok. Les lésions. Les modifications sont réversibles. Donc, finalement, les médicaments, oui, mais encore faut-il savoir lesquels. Par exemple, la plupart des patients prennent ce qu'on appelle du paracétamol, des anti-inflammatoires, qui ont une action périphérique. Elles n'ont pas d'action centrale. Donc finalement, chez les patients douloureux chroniques, la prise d'antalgiques va plutôt être associée à des effets secondaires. Ce qu'il faudra éventuellement, c'est essayer de prendre des médicaments qui ont une action centrale sur la production de sérotonine, sur le cerveau. D'accord, donc c'est plus les antidépresseurs là. D'où la prescription d'antidépresseurs, d'anticonvulsivants. Et encore, ces médicaments, ils agissent sur un certain type de douleur. C'est plutôt ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques et nociplastiques. Et leur taux d'efficacité dans la littérature varie entre 10 et 40%. C'est-à-dire 1 à 4 malades sur 10 au mieux, c'est plutôt 1 à 2 malades sur 10, répondent au traitement quand on sait que les effets secondaires, c'est 1 malade sur 2. Ok. Donc, oui, pour les médicaments, éventuellement, si on veut passer un cap, adapter avec des posologies adaptées aussi. En fonction de la posologie, vous n'avez pas les mêmes effets. Mais encore faut-il que ce soit accompagné d'autres choses. Parce qu'on sait que les médicaments, sur le long terme, ce n'est pas efficace. Si c'était efficace, ça fait 20 ans qu'on aurait traité le problème de la douleur chronique. Oui, parce qu'en fait, on a toutes les molécules antidouleurs de minime à très très haut. Et finalement, les gens continuent d'avoir mal. Donc en fait, c'est quoi? On s'habitue à la douleur et ça continue d'exister? C'est pas qu'on s'habitue, c'est que les médicaments ne sont pas efficaces. Vous prenez, par exemple, je pense que maintenant, en tout cas, toute la communauté est d'accord pour dire que les morphiniques, les morphinomimétiques, sont une mauvaise réponse à une douleur chronique. Elles entraînent initialement un effet antalgique, donc on est content, mais finalement, elles aggravent cette sensibilisation centrale. Donc vous allez avoir des douleurs plus importantes pour la même dose de médicaments, donc vous allez augmenter vos médicaments, donc vous vous retrouvez dans une sorte de dépendance au morphinique, et très difficile après de revenir en arrière. C'est pareil pour les anti-inflammatoires? Les anti-inflammatoires, il n'y a pas cet effet de dépendance et addictif, mais par contre, vous avez les effets secondaires avec les troubles digestifs, les problèmes rénaux associés. Donc si vous êtes âgé en plus, mais que vous avez des problèmes rénaux, prendre des anti-inflammatoires, c'est pas une bonne chose. Moi, j'ai trouvé ça un peu addictif. Donc ma communauté le sait, j'ai la spondylarthrite. C'est vrai que les anti-inflammatoires type kétoprophène, moi, je trouve ça addictif parce qu'en fait, on se sent tellement bien d'avoir zéro douleur. Et du coup, on peut courir plus fort, on est plus performant. C'est vraiment du dopage. Ça peut être plus addictif dans ce sens-là, quoi. De se sentir sans douleur pendant un moment. Mais ça, c'est important. Parce que d'un seul coup, si vous n'avez pas mal, vous avez sécrété des molécules endogènes et ça évite la sensibilisation centrale. Ouais. Donc c'est important de ne pas avoir mal, ou en tout cas de trouver des solutions qui permettent de soulager. Oui, mais après, vous dites que ça ne sert pas. Non, sur le long terme. Sur le long terme. Okay. Vous pouvez avoir, par exemple, une spondylarthrite avec une poussée, où là, les anti-inflammatoires vont être intéressants. Et vous avez des douleurs liées à la spondylarthrite en dehors des poussées, où là, on sait que les anti-inflammatoires ont peu d'intérêt. Mais là aussi, quand vous me parlez de ça, vous me parlez de douleurs liées à une pathologie. Il y a quand même des traitements de la pathologie qui, par eux-mêmes, vu qu'on traite la pathologie, vont réduire les douleurs. Et la majorité des patients douloureux chroniques n'ont pas de cause à leur pathologie. Mais alors ça, du coup, parlons-en, parce qu'on en a parlé juste avant de démarrer l'entretien. Vous me dites que la majorité de ces douleurs chroniques, en fait, elles n'ont pas de raison. C'est-à-dire que les gens arrivent avec leurs examens, leurs IRM, les radios, et en fait, il n'y a pas de raison à ces douleurs. C'est fou quand même. En tout cas, pas de cause organique identifiable. C'est-à-dire, on ne met pas une pathologie derrière sous-jacente. Parce que ça rassure énormément. Moi, j'ai trouvé, finalement, d'avoir mal au dos pendant 10 ans, de traîner, de kiné en ostéo, en généraliste,
et d'un seul coup, on a mis un peu un nom sur ce que j'avais. Finalement, alors ça te fait un choc, c'est pas super agréable, mais malgré tout, il y a quand même un peu une raison, un nom. Et ça rassure en se disant, bah voilà, il y a des choses qui existent, je suis prise au sérieux. Alors, il y a plusieurs messages dans ce que vous dites pour moi. Le premier, c'est que vous considérez la douleur comme un symptôme. C'est-à-dire, j'ai mal, j'ai quelque chose derrière, la spondylarthrite, mais ça peut être autre chose, ça peut être un lupus. Et donc, en fait, la douleur n'est que la perception d'une pathologie existante. Là, quand on parle de douleur chronique, il faut imaginer la douleur comme une maladie. C'est comme si vous disiez, j'ai une hypertension artérielle. En fait, j'ai une douleur. J'ai une douleur en tant que maladie. Et cette difficulté qu'on a du mal à, ou en tout cas à comprendre, parce qu'on est baigné toute notre enfance et toute notre vie avec la douleur comme une douleur aiguë, c'est-à-dire une alerte à une pathologie existante. Là, il faut imaginer finalement que c'est comme une hypertension artérielle. Or, si vous prenez les l'hypertension artérielle, elle est dans sa majorité des cas essentielle, c'est-à-dire sans cause. Et c'est un peu comme... En tout cas, moi, c'est comme ça que j'essaie de l'expliquer. Ok, très bien. Et c'est toute une nouvelle pédagogie à faire, en fait, pour les patients et aussi pour l'entourage. Oui, en effet, parce que d'abord, les patients ont du mal à le comprendre, mais bon, avec le temps, ils voient bien que l'ensemble des examens étant normaux, à un moment donné, c'est qu'il y a autre chose. L'inquiétude derrière, c'est de dire je suis fou, ou j'ai une folie qui s'installe, ou finalement c'est de la tête, ça n'existe pas. Là aussi, on peut les rassurer. Si on devait faire une IRM fonctionnelle, il y aurait en tout cas des modifications structurelles qui expliqueraient leur symptomatologie. À côté de ça, ça ne résout pas la prise en charge. Et les conséquences, elles sont sociales, c'est-à-dire finalement perte du travail, et elles sont aussi familiales, avec un regard de la famille, des parents, des amis qui peut être différent. Ouais. Et alors, qu'est-ce qu'on fait du coup ? Donc, pas forcément de raison, on ne trouve rien, on a fait tous les examens possibles, cette douleur, donc un des centres de traitement de la douleur, comment est-ce qu'on fait pour venir vous voir, pour avoir accès en fait à ces centres ? Alors, en théorie, ces centres sont des centres spécialisés qui ne prennent... Les patients peuvent prendre rendez-vous directement, mais le plus souvent, c'est par adressage. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on veut éliminer une pathologie sous-jacente. Et donc, il faut quand même que vous ayez vu un spécialiste, un médecin généraliste qui dise, voilà, j'ai fait le point et le tour de vos symptômes. Il n'y a rien qui puisse expliquer... Il n'y a pas de spondylarthrite, il n'y a pas de lupus, il n'y a pas de maladie neurologique inflammatoire qui, elle, nécessite un traitement spécifique et qui est nécessaire. Et donc, à partir de là, je vous fais un courrier pour vous adresser dans un centre antidouleur. Nous, on a là où je travaille, on offre la possibilité aux patients de prendre rendez-vous directement. C'est quand même mieux quand ils ont un courrier, mais ils peuvent prendre rendez-vous directement. Et alors là, donc vous les voyez, et qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est des examens ou c'est plutôt essayer de combiner donc antidépresseurs, sport, antidouleur, mouvement ? Alors, encore une fois, j'imagine que c'est très personnalisé. C'est très personnalisé, ça dépend de mais quoi qu'il se passe, toujours, il y a au moins une première chose qui consiste à évaluer la douleur, l'intensité, le retentissement. Ça, c'est systématique. Il y a quand même un minimum d'examens qu'on demande et qu'on veut avoir à disposition pour s'assurer que les examens sont normaux en fonction de la symptomatologie. Donc, on peut être amené à compléter quelques examens complémentaires ou à réadresser un médecin spécialiste qui va compléter ces examens. C'est d'ailleurs pour ça que, vous voyez, dans notre centre, on a certes des chirurgiens, mais on a des neurologues, vous voyez. Pourquoi ? Parce que justement, on essaie d'éliminer des pathologies neurologiques ou des pathologies systémiques qui peuvent être en cause. Et à partir de là, ça ne nous empêche pas d'initier une prise en charge. Et j'insiste un peu sur le mot prise en charge ou thérapie, parce que le médicament n'est qu'un axe, finalement, de la prise en charge. Moi, souvent, il y a... Moi, j'imagine souvent 4 axes quand j'essaie d'expliquer aux malades, où il y a les médicaments qui représentent un quart. Il y a finalement le mouvement qui représente un quart, qui peut être de la kiné, et qui est aussi de l'activité physique adaptée. Je trouve qu'une des avancées en France actuellement, ça a été ça. C'était la mise en place de l'activité physique adaptée, et non pas une prise en charge par la caisse d'assurance maladie, mais en tout cas
professionnalisation les JO aussi. ont fait du bien. Ah, tant mieux, vous êtes la première personne à me le dire, ça fait plaisir. Non, mais les JO, depuis les Jeux Olympiques, on a la possibilité d'avoir des centres de physique adaptée qui sont souvent tenus par les mairies, dans lequel on peut adresser les malades. Vous avez un coach sportif qui fait un bilan immédiat, qui fait un bilan à 3 mois, qui vous suit. Et c'est différent du kiné, qui finalement, le kiné va traiter un organe, une articulation, alors que l'activité physique, on le sait tous, c'est du mouvement, mais un mouvement qui peut être adapté à ce qu'on est capable de faire, etc. Voilà. Donc ça, c'est quand même un des éléments qui est important. Donc vous voyez, j'ai plutôt le deuxième, la moitié, on va dire, parce qu'on en a fait un quart et un quart. Il y a un autre quart qui tient compte de différentes thérapies alternatives comme l'acupuncture, mais qui intègre aussi soit la prise en charge avec un psychologue, soit des thérapies cognitives ou comportementales, qui ont montré leurs bénéfices chez les patients douloureux chroniques. Et il y a un dernier quart qui utilise le courant électrique. Alors, on va dire plutôt des techniques de neuromodulation. Dont le courant électrique. Là-dedans, vous avez ce qu'on appelle le neurostimulateur cutané, vous avez les techniques de neurofeedback, vous avez ce qu'on appelle de la RTMS, qui est de la résonance magnétique de la stimulation magnétique transcrânienne, et de la photobiomodulation. Ce sont des techniques qui finalement vont avoir pour objet alors soit d'agir au niveau périphérique, soit au niveau central, mais dont la cible est finalement la modification du maillage cérébral des patients douloureux, soit par une action facilitatrice, soit par une action inhibitrice. Et alors, pour nous expliquer ça, c'est quoi? Donc moi, je connais par exemple la stimulation du nerf vague, où on met une petite oreillette dans l'oreille gauche et on sent des tout petits picotements, comme le compex pour les cuisses, mais au niveau de l'oreille gauche. Ça, je l'ai déjà fait, par exemple, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Il y a quoi d'autre, en fait? Donc la photomodulation, c'est quoi? La photobiomodulation, c'est l'utilisation de lumière et de spectre infrarouge qui a une action soit périphérique, qui a une action là où vous l'appliquez. Au niveau périphérique ou au niveau central, ce qu'on pense, c'est qu'en fait, on va modifier les récepteurs à la douleur on va agir sur les récepteurs sur la douleur, mais on va aussi modifier la production d'ATP. L'ATP, c'est l'énergie cellulaire, ce qui devrait favoriser la réparation cellulaire et diminuer l'inflammation. Au niveau cérébral, il y a quelques études récemment qui montrent une modification du signal électrique chez les patients douloureux chroniques lorsqu'on applique de la lumière au niveau du cuir chevelu, parce qu'il y a une relation entre les deux. D'accord, donc c'est quoi un casque de lumière rouge sur les cheveux? C'est soit un casque, soit des pads en fait, qu'on applique. Alors il faut faire attention parce qu'il faut avoir une protection oculaire parce qu'on utilise de l'infrarouge, donc il y a les yeux à côté. Il y a de la RTMS. La RTMS, on utilise une bobine qu'on va appliquer sur une zone du cerveau à l'aide d'une IRM. On va appliquer un champ magnétique. Ce champ magnétique, à travers un tissu cellulaire, ça donne un courant électrique. Ce courant électrique, il va finalement agir sur une zone qui est en connexion avec les autres. Et donc, on va avoir soit un effet facilitateur, soit un effet inhibiteur sur les zones qui nous intéressent. Par exemple, la RTMS est utilisée dans l'aphasie, c'est-à-dire l'incapacité à parler, ou les troubles du langage dans les accidents vasculaires cérébraux. Parce que souvent, les patients ont peur qu'on leur dise on va vous stimuler le cerveau, quoi. C'est quand même effrayant. C'est utilisé dans la dépression. C'est aussi efficace que les médicaments. Le taux de réussite est similaire. Le taux de rechute est similaire. Grosse différence entre les deux, il y en a un, il n'y a pas d'effet secondaire. La RTMS, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui se posent la question finalement de la RTMS en première intention. Actuellement, les recommandations françaises sont plutôt en cas d'échec des traitements médicamenteux ou chez un patient qui a au moins eu 2 traitements médicamenteux bien conduits. Mais en douleur, c'est exactement la même chose. On peut regarder les recommandations de la Haute Autorité de Santé. La recommandation de la Haute Autorité de Santé recommande la RTMS dans certaines pathologies, ou en tout cas dans certains modèles de douleur, notamment la fibromyalgie, les douleurs neuropathiques. Mais encore une fois, ce n'est pas un traitement donné qui va avoir une efficacité. C'est une combinaison de tout ça. C'est probablement l'association de tout ça. Vous avez déjà donné 4 quarts. Exactement. Et
le plus accessible et le plus facile, ça reste l'activité physique. On ne va pas vous stimuler le cerveau tous les jours, toute votre vie, pendant 20 ans, quoi, vous voyez. Mais ça peut être utile à un moment donné pour passer un cap, pour justement pouvoir créer cette envie de mouvement, cette capacité à bouger. Et alors, quelle activité physique? Est-ce qu'il faut aller marcher dans la forêt, autour du lac? Est-ce qu'il faut vraiment faire des mouvements spécifiques avec un coach qui est bien adapté à ce genre de prise en charge? Les patients douloureux chroniques ont une perte de motivation. Il y a moins de dopamine, donc ils sont moins motivés. Donc c'est quand même, moi je trouve, plus agréable quand on est plusieurs. Donc soit avec un coach, soit avec quelqu'un, mais en tout cas il faut se motiver à le faire, quoi. Okay. Le groupe, l'effet de groupe. L'effet de groupe a un important. L'avantage du coach, c'est qu'il va vous aider à trouver ce que vous pouvez faire, ce que vous n'arrivez pas à faire, et surtout finalement, voilà, il peut rassurer, il peut guider, et il évalue. Il évalue avant, il évalue après. Donc, finalement, ça vous permet de montrer aussi le parcours que vous avez fait en 3 mois, 4 mois, etc. Est-ce que c'est de la marche? Ce qu'on sait, c'est qu'il y a une durée. Il faut au moins 30 à 40 minutes. Par jour. Wow. Ça, c'est difficile à entendre pour des personnes qui ont très mal. C'est pour ça que souvent, quand vous avez mal, faire 30 à 40 minutes par jour initialement, c'est pas possible. Et donc, il faut bien vous aider d'autres choses pour pouvoir faire ces 30 à 40 minutes. Tout à fait. Moi, généralement, ce que je dis aux patients, c'est vous avez 2 ou 3 mois difficiles, quoi. Vous êtes en souffrance depuis quelques années, mais il y a 2 ou 3 mois difficiles pour pouvoir initier quelque chose. Et est-ce que ça doit être un mouvement qui implique l'articulation où on a mal ou la zone qui a mal, ou peu importe? Par exemple, si on a mal au genou, c'est pas forcément... On peut par exemple nager avec un pull boy sans utiliser le genou, par exemple? Alors c'est toujours mieux d'utiliser l'articulation douloureuse en la mobilisant, en limitant la douleur. Okay. Pourquoi? Parce que sinon, vous vous rappelez, vous enraidissez, vous mobilisez moins et ça va être douloureux. Donc, il faut mobiliser les articulations, il faut le faire de façon la moins douloureuse possible, utiliser des process qui vous permettent d'être soulagé. Moi, j'aime bien proposer du yoga, du tai chi, parce que finalement, c'est des mouvements qui sont souples, doux, souvent qui utilisent le poids du corps. Il n'y a pas besoin de port de charge. Donc moi, souvent, j'aime bien conseiller ce type de pratique, mais finalement, c'est plutôt la pratique qui vous convient le mieux, quoi. Donc souvent, il faut essayer, tâtonner. Trouver du plaisir quelque part. La piscine a un intérêt. Alors, souvent, quand on va dans la piscine, les gens ont froid. S'ils ont froid, ils ont mal. Mais n'empêche que c'est pour ça qu'on prescrit souvent de la balnéothérapie. Mais l'avantage de la piscine, c'est que vous n'avez plus le poids du corps, ou en tout cas une partie du poids du corps qui est retirée, donc ça facilite le mouvement. Donc il faut avoir un équilibre entre les deux, quoi. Ok. L'aquagym dans les bains chauds, c'est pas mal. C'est pas mal, oui. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait chauffer un peu plus les piscines. Je suis d'accord. Économiquement parlant, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a un lien entre la douleur, le vieillissement? Donc, vous m'avez dit rapidement au début, avoir mal, ça raccourcit les télomères, donc clairement, ça augmente le vieillissement. Est-ce qu'on peut faire ce raccourci? Alors, on peut faire ce raccourci, même s'il n'a pas été montré de relation de causalité. C'est-à-dire qu'on a trouvé chez les patients douloureux chroniques qu'ils avaient des télomères réduits. On n'a pas dit qu'il y avait une relation de causalité entre les deux. Et est-ce que si on diminue les douleurs, donc par exemple on fait une prise en charge comme ça, sport, neuromodulation, un peu d'antidépresseurs, un peu de psychologie, quel résultat est-ce qu'on a? Est-ce qu'on peut espérer vraiment diminuer vraiment ces douleurs? Quels sont les résultats? Alors, déjà, ce qu'on sait sur longévité et douleur. Oui. Vous avez les patients douloureux chroniques, souvent, ils ont moins d'apathie, ils sont plus sédentaires, donc ils sont plus dépressifs, donc ils sont sujets aux pathologies cardiovasculaires. Donc déjà, intrinsèquement, il y a une augmentation de la mortalité par les pathologies cardiovasculaires. On imagine bien, mais ça a déjà été démontré, que finalement, ce qu'on sait, c'est que si vous vous déplacez, si on trouve le bon process pour vous, ou en tout cas la bonne séquence de prise en charge, eh ben vous avez moins de douleur. On peut imaginer que moins de douleur se soit associé aussi à une diminution de ces risques, à une diminution liée à la dépression, une diminution des pathologies cardiovasculaires et donc indirectement une amélioration de l'espérance de vie. C'est comme si c'était un facteur supplémentaire en fait de mortalité. Exactement. Moi en tout cas je le vois comme ça en effet. Un facteur de risque comme le tabac ou l'alcool. Ça n'a jamais été démontré comme un facteur de risque. Mais
mais parce que c'est compliqué. Mais en tout cas, n'empêche qu'on voit bien que les patients douloureux ont une augmentation des pathologies cardiovasculaires associées et donc de ce fait nécessairement une diminution de l'espérance de vie ou en tout cas une augmentation de la morbidité, quoi. Okay. Et une prise en charge adaptée devrait être associée à une diminution de cette morbidité. Et alors vous avez peut-être déjà des résultats des études ou au moins des témoignages de patients? Non, alors on a des témoignages. De l'espoir. Oui, heureusement. Heureusement. Non, heureusement. Ce qui est difficile pour les patients, c'est que souvent quand ils viennent nous voir, ils ressortent de là avec un listing de choses à faire qui peut être impressionnant, quoi. En fait, c'est ce qu'on leur demande avant tout, c'est de choisir ce qui leur convient, d'adapter, de trouver finalement, parce que finalement c'est, comme je disais, une douleur à malade, quoi. Et donc c'est plutôt une série de clés et on vous transmet des clés et à vous de vous adapter ou en tout cas de choisir les clés qui vous conviennent. Ne pas se fermer des portes. Pourquoi ? Parce que moi je vois bien les patients qui ont peur de la stimulation cérébrale, je vois bien les patients qui ont du mal à comprendre par exemple le neurofeedback et de la rééducation cérébrale parce que c'est long et exigeant. Mais l'objectif quand même c'est de réduire les douleurs, c'est d'aller mieux. Moi j'ai pas plus tard que la semaine dernière un patient qui me disait voilà, je vais mieux, je sais que je vais devoir vous suivre ou en tout cas être suivi. Initialement, on avait un suivi tous les 3 mois, 2 à 3 mois. Là, on a décidé de se laisser 6 mois, qu'on voyait dans 6 mois. Peut-être après, ce sera dans 1 an. Mais en tout cas, il a appréhendé sa pathologie. Il a compris les clés qui l'aideraient à être moins douloureux. Il a bien compris que dans sa vie, il y aurait des périodes de douleur et des périodes avec moins de douleur. Et je pense qu'on l'a aidé, quoi. Vous voyez, je pense sérieusement qu'on a pu l'aider. Et c'est comme ça que, en tout cas, c'est comme ça que j'aime aborder les choses, c'est-à-dire finalement une certaine individualité. Beaucoup d'écoute aussi finalement. Enfin, ce que vous me racontez, c'est clairement pas possible en 15 minutes chez le généraliste. On a besoin aussi peut-être de passer du temps, de vraiment écouter en profondeur. Alors, il y a 2 façons de voir les choses. Il y a celle qui consiste à dire on a des consultations longues. Qui est une première façon de faire. Je ne parle pas de 15 minutes à une consultation longue, ça peut être 1 heure, 1 heure et demie. Et il y a des consultations, voire plus, mais c'est compliqué. Après, il y a des consultations plus courtes et moi, je prône plutôt la répétition finalement des consultations qui permettent d'appréhender les choses. Ce qui compte surtout pour moi, c'est que les patients sortent avec une idée de ce qu'ils doivent entreprendre, qu'ils essaient de le mettre en place. S'ils n'y arrivent pas, ce n'est pas un échec. Ils ne sont pas arrivés, ce n'est pas grave, on va essayer autre chose. De pouvoir écouter parfois les doléances, les incompréhensions, que ce soit avec la famille, le regard extérieur. C'est un peu tout ça qui fait le charme de ce métier, quoi. Finalement, il y a aussi cette espèce de il y a cette notion d'acceptation. Voilà, j'ai mal, je vais avoir mal tout le temps, il faut que j'apprenne à gérer qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me fait moins de bien. Finalement, c'est peut-être pas, voilà, je vais voir le centre, je vais m'en sortir, j'aurai 0 douleur, 0 sur 10. J'aurai un peu tout le temps mal, mais je sais mieux gérer, je sais ce qui me va, ce qui me va pas. Un peu vivre avec tout le temps, comme une maladie chronique en fait. Vous vivez avec votre hypertension et vous prenez des médicaments pour votre hypertension. Il y a un autre moyen de réduire son hypertension sans traitement, c'est d'avoir une activité physique et une hygiène de vie. Si vous arrêtez votre hygiène de vie, l'hypertension revient. Là, c'est un peu le même concept, c'est-à-dire que vous avez une douleur, une prise en charge médicamenteuse et non médicamenteuse, et plus souvent quand même non médicamenteuse que médicamenteuse maintenant. Et avec ça, j'aurai moins d'hypertension, voire des périodes sans douleur, mais je sais que moi, souvent, ce que je dis aux patients, c'est que vous êtes condamné à avoir une activité physique, vous êtes condamné à... condamné, vous allez devoir vous prendre en charge et vous allez devoir finalement, ce que vous avez mis en place, le poursuivre en sachant qu'il y a des moments où ce que vous avez mis en place ne sera pas suffisant et donc peut-être qu'il faudra nous revoir pour mettre en place d'autres éléments ou sera suffisant pour vous aider. Et donc, concernant donc, cette espèce de douleur qui se déplace et tout ça, on arrive vraiment à l'écarter ou c'est de moins en moins, on arrive vraiment à avoir des impacts, des sensations vraiment réduites. On arrive à réduire soit les zones douloureuses, soit
soit l'intensité de douleur, soit aussi parce que les patients vous disent voilà, j'ai des pics de douleur, j'ai 10 pics dans la journée. On arrive à réduire le nombre de pics et souvent, étonnamment, quand on arrive à réduire le nombre de pics, on arrive quand même à réduire l'intensité des pics et finalement, ils vous disent si j'ai un pic dans la journée, c'est pas grave, quoi. Ils ont connu pire, ils ont connu 10, 20, oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont pas mal? Est-ce que, par exemple, il y a des lignées ou des styles de personnes qui n'ont jamais mal? Alors, du coup, vous ne les voyez pas, mais est-ce qu'on peut un peu savoir quel genre de personne va être plus sujette à plein de douleurs? Est-ce que c'est des personnes qui n'ont jamais fait de sport enfant, peut-être, ou des personnes qui sont plus grands? Parce que, voilà, moi, on m'avait souvent dit, tu vas être grande, donc tu auras beaucoup de douleurs articulaires. Est-ce qu'il y a des profils comme ça, un peu plus typiques? Alors, si on prend par exemple les patients fibromyalgiques, on sait qu'il y a des profils de patients qui répondent plus ou moins aux thérapies. Ce qu'on n'arrive pas à savoir actuellement, c'est identifier par exemple, on parle du fibromyalgique au sens large du terme, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des éléments qui permettent d'identifier que tel fibromyalgique répondrait à l'RTMS, tel fibromyalgique répondrait à tel médicament, que tel fibromyalgique finalement aurait besoin plutôt de thérapie cognitivo-comportementale. Et donc, c'est toute la difficulté. On manque actuellement de discernement pour savoir qui pourrait répondre à quoi. Et donc, indirectement, on a des terrains qui sont un peu plus sensibles, mais on n'est pas capable de dire tel terrain va faire, quoi. Ce serait intéressant de pouvoir avoir des marqueurs qui nous permettent de dire voilà, tel patient va développer telle pathologie, mais finalement ça nous est très difficile. En périopératoire, on sait que les patients qui consomment des morphiniques comme par exemple le tramadol sont plus sujets à des douleurs chroniques post-opératoires, mais c'est souvent une identification a posteriori. Et pourtant, il y a certains malades qui prennent du tramadol et qui ne développent pas de douleurs chroniques après. Et il n'y a pas de profil type, de certaines régions mal plus par là, ou des types de morphologie? Alors ça, je n'en sais rien. Ou des femmes ou les hommes qui ont plus mal, on ne peut pas savoir. Alors si on dit quand on dit que les femmes ont probablement plus de douleurs que les hommes, c'est probablement lié à des difficultés, à des problèmes hormonaux. Après la ménopause. Mais là aussi, c'est pas parce que vous avez une modification hormonale que vous allez développer des douleurs, donc c'est probablement plurifactoriel finalement. Et toute la difficulté, elle est là. Et est-ce qu'il y a des aliments qui favorisent les douleurs? On parle parfois je ne sais pas à tort ou à raison, mais par exemple des produits laitiers pour tout ce qui est rhumatisme articulaire, le gluten pour pareil tout ce qui va être inflammation et donc douleurs chroniques. Est-ce que vous êtes au courant de type d'aliments? J'ai quelques notions et souvent dans le centre, nous on a une nutritionniste, donc on les adresse. Pourquoi? Parce que si on reprend un petit peu, on sait que lorsque vous avez une douleur chronique, vous avez une modification de l'axe cortico-surrénalien. Vous avez une sécrétion de cortisol inappropriée. C'est-à-dire trop faible ou trop grande? En fait, normalement, vous avez 2 pics dans la journée. Vous avez le matin et le midi, j'exagère. Et là, vous avez des pics, plutôt une sécrétion constante, voire des pics nocturnes, alors que vous ne devriez pas en avoir. Ça crée, en fait, vous avez une modification aussi vous avez parlé du nerf vague, donc en fait, vous avez une altération du système sympathique. Ce système sympathique modifie la barrière digestive et finalement, il y a une inflammation qui se met en place, tant cérébrale que digestive. Et on sait que les aliments aggravent ça, notamment les aliments riches en sucre. Alors, il y a beaucoup de régimes qui foisonnent sur, oui, essayez tel régime. Il y a des modes. Mais finalement, on sait que l'alimentation a un impact. Donc finalement, ça a du sens de travailler sur l'alimentation parce que finalement, comme c'est plurifactoriel, il faut bien agir sur tous les facteurs de façon à pouvoir avoir un effet. Et donc, c'est la douleur qui modifie la réaction des intestins et leur barrière. Oui, vous avez une modification de la barrière. Pour ensuite modifier le système immunitaire. On a une altération de l'immunité, en effet, quand on a une baisse de l'immunité. D'ailleurs, à cause d'une douleur chronique. À cause de la douleur chronique. Elle peut passer par plusieurs mécanismes. Le premier mécanisme que vous annoncez, c'est une atteinte de l'inflammation digestive, une atteinte de la barrière.
Et finalement, le système digestif est quand même un système protecteur et immunitaire. Il y a une autre chose, c'est par exemple l'insomnie. On vous prive de sommeil pendant 5 jours, on vous fait un vaccin, on sait que votre réaction vaccinale va être moins importante que si vous avez une qualité de sommeil. Or, les patients douloureux chroniques ont des insomnies. Donc finalement, cette atteinte de l'immunité, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs moyens de jouer. Il y a le sommeil, il y a le nerf vague, il y a l'alimentation en tant que telle. Et donc, en termes d'alimentation, donc c'est quoi l'alimentation plutôt brute, non transformée? Est-ce qu'il y a vraiment certains aliments qui sont vraiment plus sujets à augmenter les douleurs? Alors on dit souvent le sucre est plus sujet, ou en tout cas les sucres rapides, on va dire, sont plus sujets. Vous avez évoqué les régimes sans gluten, mais actuellement on parle plutôt de régimes sans FODMAP, vous voyez. FODMAP. Ouais, et plutôt éviter aussi l'alimentation transformée. Donc, éviter les aliments transformés parce qu'il y a souvent du sel, du sucre pour pouvoir conserver en fait. Mais là aussi, vous voyez, vous êtes douloureux, vous avez moins de dopamine, vous êtes moins proactif. Donc, t'as envie d'un paquet de frites Alors, pas nécessairement envie d'un paquet de frites, mais pas envie de prendre le temps de cuisiner parce que finalement, ça devient un calvaire en fait, c'est plus un plaisir. Hein. C'est que ça devient difficile de se mobiliser, etc. Il y avait ce que nous, on n'a jamais mis en place et que moi, j'aurais trouvé intéressant, c'était je ne sais pas si vous connaissez l'Institut Raphaël, par exemple, où ils mettent en place, c'était très orienté cancer, ou en tout cas après cancer, c'est devenu autour du cancer, maintenant c'est devenu autour des maladies, et finalement, c'est toutes les procédures, process, prises en charge autour d'une pathologie donnée, avec des évaluations. Et dedans, vous aviez des ateliers de cuisine, etc. En fait, ce que je trouvais intéressant là-dedans, c'était finalement comment redonner du plaisir alors qu'on a une pathologie, comment redonner du plaisir, parce que finalement, redonner du plaisir, c'est aussi un moyen indirectement de se soigner, de se soulager. Il y a aussi cette notion d'énergie finalement, parce qu'en fait, à chaque fois que vous me décrivez cette espèce de cercle vicieux comme ça de la douleur, on a l'impression qu'en fait ça tire vers le fond et que ça nous prive d'énergie, de cette envie en fait. Vous savez, on ne peut pas faire deux choses en même temps, ou on fait deux choses mal. Non, mais à un moment donné... Pas le dire à mon mari. Mais non, mais on fait une succession d'actes et de réflexions les unes derrière les autres, mais on ne réfléchit pas à deux choses en même temps. C'est-à-dire que vous allez réfléchir à quelque chose, vous allez donner un argument, après vous allez réfléchir à autre chose, et finalement, soit vous êtes rapide pour réfléchir entre deux éléments. Il faut imaginer que quand vous êtes douloureux, votre cerveau il est accaparé par la douleur. Non-stop, en continu. Donc, quoi qu'il se passe, vous n'avez jamais de temps de pause. Vous êtes tout le temps douloureux. Il faut bien imaginer que tout ce qui est à côté, ça devient insurmontable, quoi, parce que votre cerveau est accaparé par quelque chose qui vous prend toute votre énergie. En fait, la douleur vous pompe, quoi. Mais ce qui est vrai. Non, c'est totalement vrai. Et donc, à travers ça, c'est très difficile de demander de faire autre chose à quelqu'un qui a des douleurs chroniques. Et c'est d'autant plus difficile que les douleurs chroniques se sont installées. C'est pour ça qu'on n'a pas d'éléments de preuve, mais tout le monde s'accorde à dire que plus on prend en charge rapidement, moins, même si vous avez une sensibilisation centrale, plus elle sera facile à prendre en charge. Donc la vraie difficulté, c'est de ne pas tarder à être pris en charge. Oui, mais comment est-ce qu'on fait? Parce que du coup, on a un peu mal. On est orienté kiné, ostéo, voilà, un peu d'antidouleur. Et puis finalement, ça revient au bout de 3-6 mois et c'est parti en fait. Donc on ne va pas tout de suite courir au centre antidouleur. On ne se sent pas légitime finalement. Non, mais surtout qu'en plus, les centres antidouleurs ont vis-à-vis des patients, alors soit ils ne connaissent pas, soit c'est pas pour moi, parce que derrière, il y a cette question de c'est dans la tête et de gravité. Ouais. Mais il faut bien imaginer que dès que vous avez une douleur qui dure plus de 3 mois, qui ne répond pas au traitement initié par votre médecin traitant, qui accapare votre vie, qui vous empêche de travailler parce que vous êtes en arrêt de travail, qui éventuellement, vous commencez à sentir soit de l'anxiété, soit des difficultés de mouvement, c'est plus une douleur aiguë, c'est plus banal, quoi. Et donc là, il faut quand même se poser la question de savoir est-ce que vous avez intérêt à consulter ou pas. Votre médecin traitant peut vous orienter.
Euh, mais en tout cas, il faut y penser. Très bien. Une note d'espoir peut-être, est-ce que il y a des endroits dans le monde où il y a moins de douleur? Est-ce que ça, vous êtes au courant? Peut-être des gens qui vivent avec plus de lumière du soleil, du jour, je sais pas moi, des tribus peut-être qui ont moins de douleur. Non, mais est-ce que ça existe en fait, ou est-ce que l'être humain est douloureux en fait? Alors j'aimerais bien que ça existe, je leur donnerai une adresse. Je leur dirais aller vivre là-bas. Non, il y a... Il n'y a pas de région où on a moins mal, Alors, statistiquement? Non, il y a... Vous voyez, vous parlez du soleil, mais là aussi, quand vous êtes douloureux, vous avez une modification de sécrétion de mélatonine, donc vous dormez moins. Vous avez une diminution de sécrétion de sérotonine. Dès que vous allez au soleil, vous avez un peu plus de sérotonine. Vous avez une amélioration de la qualité du sommeil. Donc, d'un seul coup, ça va un peu mieux, quoi. Et donc, est-ce qu'il y a des régions du monde? Je ne pense pas, parce que quand on regarde la douleur chronique, elle intéresse... D'ailleurs, l'OMS constate que ça intéresse tous les pays. L'incidence est quasiment à peu près la même dans tous les pays du monde, en tout cas à ma connaissance. Ok. Mais par contre, la reconnaissance et la prise en charge n'est pas nécessairement la même. En France, on a très vite, comme moi je trouve qu'un des avantages en France, alors après on peut parler des inconvénients, mais un des avantages quand même, c'est que très vite il y a eu une compréhension des dysfonctions neurologiques centrales, et que finalement, ce n'est pas que le médicament qui va être, ou pas le médicament qui va être une solution. C'est d'ailleurs pour ça que vous verrez dans les médecins qui font de la douleur, il y a beaucoup de psychiatres, il y a énormément de psychiatres, mais parce qu'ils ont compris, par exemple, que ce soit avec les thérapies cognitivo-comportementales, alors un peu plus le MDR actuellement, qu'il y a une reprogrammation cérébrale centrale. Les neurologues commencent à s'y intéresser justement par la RTMS, le neurofeedback. Et en plus, on a ces centres antidouleurs qui n'existent nulle part dans le monde. Donc franchement, c'est un bon point. Un des inconvénients, c'est que ces centres antidouleurs sont incapables de prendre en charge tout le monde. Et donc, il faut bien qu'il y ait un recours à la ville. Il faut que la ville soit un peu mieux formée. Et enfin, une des vraies difficultés, c'est n'ayant pas de reconnaissance auprès, ça c'est un autre débat, mais auprès des autorités, finalement, il n'y a pas le reste à charge pour les patients est élevé quand vous êtes en ville. Or, si vous ne travaillez pas, avec un reste à charge élevé, c'est difficile d'initier une prise en charge. Oui, donc en gros, c'est aux patients de tout payer, quoi. Le coach, la stimulation du nerf vague, genre de trucs. Il y a quelques éléments pris en charge, mais finalement très peu. Mais n'empêche, si on doit avoir quand même une lueur d'espoir, il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place. Il y a beaucoup de choses qui se développent, notamment en France. L'accès devrait s'améliorer, en tout cas si les médecins libéraux s'intéressent au sujet, et c'est le cas, ça va permettre d'avoir une offre en ville qui permette aux patients d'avoir des accès plus rapides, tout en conservant les centres de référence parce qu'ils sont nécessaires. Et surtout, on commence à de mieux en mieux comprendre cette pathologie qui est une pathologie finalement qui intéresse le cerveau, avec les difficultés qu'offrent les médicaments, mais avec l'intérêt que portent les nouveaux dispositifs dont je vous ai cités, et qui, eux, sont une vraie chance pour les malades et pour lesquels on commence à avoir accès, quoi. Pour conclure, comment est-ce que vous faites vraiment de façon un peu plus individuelle, ou peut-être votre famille ou vos entourages, qu'est-ce que vous leur conseillez en gros dès que tu as un peu mal, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Je parle là aussi pour ma communauté, beaucoup de gens plus ou moins sportifs qui ont beaucoup de petites douleurs, une tendinite par-ci par-là, qu'est-ce qu'on fait vraiment pour être sûr de ne pas tomber dans le cercle vicieux de la douleur? Alors le sportif je connais moins bien, mais ce que je sais actuellement, c'est que le mouvement est une chose importante. Il faut avoir un mouvement sans forcer. Avant, par exemple, pour les patients qui étaient sportifs, qui avaient des douleurs, on immobilisait l'articulation et on l'infiltrait. Et finalement, on a arrêté l'immobilisation de l'articulation parce qu'on a vu que ça pouvait être à l'origine d'aggravation de douleurs. Donc il faut conserver du mouvement. Il faut conserver ce mouvement probablement sans charge et utiliser des traitements antalgiques parce qu'on est dans une douleur aiguë. Et là, le kiné a tout son sens, vous voyez, parce que justement, c'est une articulation, c'est un organe. Après, n'hésitez pas à consulter. Nous, en tout cas, dans le 5e, on est très orienté ostéo-articulaire et troubles musculo-squelettiques.
avec des équipes qui ont l'habitude de prendre en charge. Donc en fonction de ce que vous avez, ce que vous décrivez, on peut vous proposer différentes choses, quoi. Merci infiniment en tout cas, et merci pour tous ces messages d'espoir et toute cette pédagogie concernant la douleur. Et bon, est-ce que l'être humain est vraiment condamné à souffrir en permanence ? J'ai l'impression que oui. Non, j'espère pas. Non, il n'est pas condamné. Est-ce qu'on à souffre souffrir. plus que les autres animaux, par exemple ? Vous le savez, ça ? Ah, ça, je sais pas. Je peux pas vous dire. Est-ce que les éléphants, les tortues, les chiens ont mal comme nous ? Je pense que ceux qui ont mal meurent parce qu'ils bougent plus. Donc, mais je pense que c'est un débat différent. Mais est-ce qu'on est voué à souffrir ? J'espère que non. Parce qu'on est tous voués à vieillir. Mais en tout cas, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être mises en place pour que vous soyez soulagés, que vous viviez avec votre douleur sans que ce soit une souffrance, quoi. C'est surtout ça qui est important. Merci infiniment. Merci à vous. Alors, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous avez vu, il y a beaucoup de travail en perspective. Mais ce que j'ai beaucoup aimé dans cet épisode, déjà, c'est qu'il apporte de l'espoir et qu'il montre quand même en France, on est dans les leaders du monde du traitement de la douleur, de la prise en charge et aussi de la recherche en fait, pour trouver des solutions réelles et pas juste médicamenteuses avec beaucoup d'effets secondaires. J'ai adoré toutes ces nouvelles notions, bien sûr techniques, sur la modulation cérébrale, la rééducation du cerveau. Le cerveau qui a une mémoire de la douleur, mais qui la mémorise mal et qui fait pas très bien son travail. Donc il y a vraiment tout cet univers à explorer. Ça m'a passionnée, moi qui en plus suis vraiment tout à fait concernée. J'espère que vous avez appris des choses, que vous avez envie de partager toutes ces informations, peut-être à votre entourage. Envoyez cet épisode à vos frères, vos sœurs, vos cousins, votre famille, vos parents, vos médecins aussi, pourquoi pas. Et puis, je vous remercie de l'intérêt que vous portez à Long Live, le podcast de la longévité, mais aussi du bien-être et de tous les tips pour se sentir mieux au quotidien. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, abonnez-vous au podcast, mettez-nous des étoiles, des pouces vers le haut, des commentaires, on les lit tous. Et je vous dis à très bientôt, salut!